il n'y a pas simplement le fait de donner l'allocation, mais il y a d'autres systèmes d'accompagnement de ces allocations-là qui permettront d'optimaliser, de maximiser en tout cas les objectifs attendus de ces programmes-là. Donc en soi, c'est intéressant, mais dans les principes et les modalités, il y a un travail à faire pour être sûr que ces investissements ne seront pas des investissements perdus et qu'on puisse faire l'évaluation et mettre l'accompagnement nécessaire pour rentabiliser l'investissement qu'on a mis en place avec ces familles-là. Vous disiez tantôt qu'il faut, en Afrique, pour s'en sortir de cette pauvreté, un taux de croissance, comme l'a dit beaucoup d'économistes. On a vu, par exemple, le président de la Banque mondiale dire qu'il faut au moins 2 décennies où on a un taux de croissance de 7% pour permettre au moins de sortir de l'eau. Aujourd'hui, nous sommes dans un continent où chacun dit c'est le temps de l'Afrique, c'est le temps du Sénégal peut-être, Oui. mais on n'arrive pas à sortir réellement de la pauvreté. Les taux de croissance sont minimes. Oui, les taux de croissance sont minimes pour différentes choses. D'abord, le secteur dans lequel se retrouve la majorité des acteurs de la population active, c'est l'agriculture, qui emploie près de 70% de la population active, mais qui vit presque au Moyen-Âge. Donc nous avons une agriculture qui fonctionne avec des moyens rudimentaires. Je veux parler des exploitations familiales qui occupent l'essentiel de la production agricole. Donc nous avons une population rurale qui est moins éduquée, presque analphabète, dans un monde où les technologies sont importantes. Dans un monde où il faut avoir un minimum de connaissances et d'éducation, ne serait-ce que pour utiliser convenablement les intrants qu'on leur donne. Alors, pour utiliser l'engrais, écoutez, au Sénégal, nous savons que nos légumes que nous mangeons aujourd'hui, nous mangeons dangereusement. Il y a trop de pesticides dans la manière dont nous traitons les produits agricoles, parce que le défaut, c'est l'éducation de ces populations paysannes. Donc nous avons un problème d'éducation, nous avons un problème de technologie rudimentaire et nous avons un problème de faible investissement dans le secteur agricole. Tous les gouvernements qui passent font de l'agriculture le secteur prioritaire dans le développement, mais quand on regarde le budget global national, la part de l'investissement qui revient au secteur agricole est tout à fait dérisoire. Donc, c'est des choix de développement qui se posent dans nos pays et je pense que tout le monde le sait, même de manière intuitive, si nous n'investissons pas là où se trouve la majorité des populations qui sont le secteur agricole, nous ne nous en sortirons pas. Deuxième élément, nous sommes dans un pays où toutes les industries ont pratiquement fermé. Depuis que nous étions enfants au lycée, etc., on a entendu de grandes sociétés qui ont existé dans ce pays, mais de plus en plus, on ne les entend pas. Donc, on a tout notre secteur privé, en tout cas industriel plutôt, qui a été totalement laminé et détruit et remplacé par un secteur informel qui aujourd'hui vous pose problème à nos dirigeants. C'est le cas du problème des ambulants, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. La seule chose qui leur reste, c'est de venir en ville pour essayer de chercher un petit peu de revenus et de subsides. Donc, on le sait, quels sont les moyens. Je pense qu'on a d'excellents spécialistes au Sénégal. Nous avons de très grands économistes. Ce n'est pas à défaut de connaître la solution, mais c'est à s'interroger sur l'orientation des politiques publiques, sur les choix de développement et on ne fera que des redites en réalité parce qu'on ne dira absolument rien de nouveau parce que nous savons où est le problème. Et maintenant, si je parle de l'agriculture ou du monde rural, parce que la ruralité pour moi ne se limite pas à l'agriculture, il y a les autres secteurs que sont l'élevage, que sont parfois les produits de cueillette, que sont aussi les produits de pêche, etc. Donc tous ces secteurs-là, si vous regardez au Sénégal, qu'est-ce qu'ils pèsent dans les politiques publiques? Dans les déclarations, oui, mais dans la réalité, on ne voit pas quel est l'engagement réel. Parce que le premier engagement en politique publique, c'est un engagement financier. Donc, on mesurera la volonté d'un pays à régler un problème à sa décision par rapport à ses ressources nationales pour savoir où est-ce qu'il va les investir. Et pour le moment, le secteur agricole n'est pas le secteur prioritaire. Le gouvernement annonce aujourd'hui que l'agriculture c'est notre priorité, qu'ils vont mettre plus de centaines de milliards dans l'agriculture. Mais est-ce que l'orientation est bonne? La question, on le dit. Moi, je dis, la seule chose que je dis, c'est de voir dans les arbitrages budgétaires quelle est la part du budget qui revient à l'agriculture. C'est là où on trouvera la réponse. Et maintenant que j'ai parlé de l'agriculture, c'est là où je trouve la masse de la population. Mais il y a une seconde masse aussi de la population, qui est la population féminine dans ce pays, qui fait
plus de 50%. Et quand vous avez aussi plus de 50% de vos ressources humaines qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas d'accès au secteur de production, qui n'ont pas d'accès au capital et aux ressources, comment pensez-vous pouvoir faire de la création de richesses? Or, sortir du développement, c'est créer des richesses. Il n'y a pas d'autre solution possible. Et créer des richesses, c'est qui? Ce sont les ressources humaines qui vous permettront de créer ces richesses. Or, au Sénégal, voilà comment le pays est plombé. Le monde rural, qui constitue la majorité de la population, se retrouve limité pour tout ce que je viens de dire, est pratiquement dans la même situation que les femmes, et encore pire pour les femmes, parce qu'elles n'ont même pas accès à ce capital ressources qui est par exemple le facteur terre. Mais justement, la terre, c'est fondamental, vous l'avez dit tout à l'heure. Dans tous les pays où les gens ont essayé un peu de mettre les femmes en avant, de leur donner les moyens de travail, on a vu que ces pays-là avancent sur le plan même de l'éducation pour les enfants, de la santé pour les enfants. Au Sénégal, où est le problème? Pourquoi les femmes n'arrivent pas à accéder aux ressources, à être mieux valorisées? Bon, la question, on nous dit toujours la tradition. Dans nos recherches, ce n'est pas forcément la tradition. Moi, je dis, je viens du Nord, je viens du Waalo, où je sais que ma grand-mère avait des terres. Mais ce sont les politiques publiques qui ont dépouillé les femmes de leurs terres. Parce qu'en faisant les aménagements agricoles, parce que les terres des berges, ce qu'on appelle les bacs, appartenaient aux femmes pour faire des cultures des légumes tels que les patates douces, etc., tels que, en tout cas, un certain nombre de produits. Mais avec la riziculture, on a décidé d'affecter l'essentiel des rizeries aux hommes. Ça a été un choix politique et délibéré. Ce n'est pas la tradition. Et même quand nous retournons dans nos recherches, c'est parce que le Sénégal, une fois colonisé, a été sous la mainmise du modèle colonial. Et le modèle colonial, le modèle du droit, c'est le Code Napoléon de 1804 qui a décidé que le seul chef de famille, c'est l'époux, c'est le mari, et la terre appartient au chef de famille. Et c'est par ces biais, par ces lois au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, que nous avons été dépouillés de traditions qui ne nous excluaient pas forcément de la terre. Et maintenant, mais c'est qu'on oublie, et parce qu'on le voit comme étant un état de fait, on nous dit oui, la tradition ne donnait pas la terre aux femmes. Mais retournons aux archives historiques pour dater à quel moment les femmes ont été réellement exclues de la terre. Parce qu'en tout cas, dans le Waalo, les femmes pouvaient être détentrices de terre parce qu'il fallait défricher. Il y avait des femmes qui avaient la capacité de défricher des espaces extrêmement importants et qui l'ont légué à leur famille. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le problème n'est pas de jeter la pierre aux hommes. Parce que les exploitations familiales sont de faible surface dans notre pays. Le paysan a en moyenne moins d'un hectare au Sénégal. Je veux parler des exploitations familiales. Et avec moins d'un hectare, les revenus du paysan ne lui permettent même pas de faire vivre au-delà de 2-3 mois sa propre famille. Quand je prends les gens de la vallée du fleuve, une fois qu'ils auront investi pour faire du riz, pour faire de la tomate, pour faire des oignons, ils sont pris sous le feu des fournisseurs d'intrants qui leur reprennent l'essentiel de leurs revenus. Il leur reste très peu de choses. Je reviens de Rompre et de Ross Béthio. J'ai été ahurie sur ce que j'ai vu sur la route. C'était inacceptable. Des tonnes de sacs d'oignons qui pourrissent le long du fleuve. Et quand j'entrais à Dakar, je voyais des camions remplis d'oignons importés qui allaient vers l'intérieur du Sénégal. Et ça, à mon avis, c'était une situation poignante. J'ai pris les images et j'ai trouvé que c'est la responsabilité des politiques qui sont en train de faire crever ces populations-là. Parce que moi, je pense à ces pays, avec quoi ils seront pris à la gorge, avec tout ce système de crédit qu'ils vont prendre auprès des sociétés de la place. Ils vont payer, non seulement ils n'ont même pas les capacités de payer, mais ils vont s'endetter et vendre d'autres biens pour pouvoir s'en sortir. Et c'est là où il faut interroger les politiques publiques, parce que le ministre du Commerce, à mon avis, n'a pas joué le jeu par rapport à cette situation-là. Et donc, c'est tellement grave ce qui est en train de se passer. Maintenant, quand on va, c'est pour dire que il ne s'agit pas d'en faire un combat homme-femme, parce que l'exploitation familiale, c'est pour la famille d'une manière générale, mais cette superficie est tellement réduite
qu'elle ne permet même pas à toute la famille de s'en sortir et que le paysan ne peut pas morceler sa terre pour en donner à une, deux ou trois de ses femmes. Mais l'autre grand Maintenant, problème aussi, Madame Sarr, c'est oui. que quand l'État a essayé de travailler avec de l'agro-industrie, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes d'accès à la terre. Oui, mais certaines populations estiment qu'elles ont été spoliées de leur terre. Et c'est un problème voilà, aussi. c'est maintenant ces terres-là qui devraient être aménagées, c'est là où les femmes peuvent avoir une facilité d'accès. C'est-à-dire la responsabilité de l'État, c'est d'aménager de nouvelles terres et là de donner le plein et égal accès entre les hommes et les femmes. Mais quand nous serons pris maintenant sous le feu de l'agrobusiness, d'investisseurs étrangers, avec tout ce phénomène de l'accaparement de nos terres, c'est non seulement l'exploitation familiale d'une manière globale qui va en pâtir, mais c'est les femmes plus. Parce que quand déjà l'homme n'a pas suffisamment de terres, comment voulez-vous qu'il pense à la femme pour lui donner des terres? Donc ce combat contre l'accaparement des terres, je crois que c'est les femmes qui devraient être au devant de cette bataille-là, parce que ces terres qui aujourd'hui sont données aux étrangers pouvaient les revenir à elles. Et quand je vois la culture du jassofra, du biocarburant dans la vallée, je me dis, mais dans certains pays, ça existe bel et bien. Mais quand un industriel veut s'implanter, mais qu'il amène ses usines, qu'on consolide le petit paysan et qu'on lui demande de fournir tant, je ne sais pas, quelle quantité du produit, et les petites exploitations familiales auraient permis à ces industriels-là d'acheter la matière première et eux de faire les transformations. Mais on liquide le paysan sous prétexte qu'il n'a pas d'argent. Parce que la loi sur le domaine national, qui est une loi injuste, parce qu'en réalité, ces terres avaient des propriétés. Et je dis que nous, dans le fleuve, nous savons comment nos ancêtres ont fait pour avoir les terres qu'ils ont eues dans ces espaces-là. Quand vous avez grandi dans ces logiques et que vous voyez tout d'un coup qu'on vous dépouille de vos biens, sous prétexte que vous n'avez pas le capital financier pour le faire, je trouve cela injuste. C'est une question que je connais depuis très longtemps. J'ai enseigné entre 1985 et 1991 à l'université de Namur en Belgique. À l'époque, il y avait un économiste qui s'appelait Jean-Philippe Plateau, que la communauté européenne avait désigné pour faire le travail sur la privatisation des terres du fleuve. Et je discutais souvent à cet homme, j'étais la seule noire qui enseignait dans cette université, et on discutait très souvent pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et je lui disais, c'est injuste de penser à une privatisation. Ces terres ont des propriétaires. Et le modèle Poulard avait trouvé la réponse avec le Renpetchen, c'est comme ça que ça s'appelle. Renpetchen, oui. Voilà, ça veut dire que le détenteur du capital terre cherche quelqu'un qui a la force de travail et il cherche les intrants, il cultive, il partage. Pourquoi? Ces détenteurs de terre ne peuvent pas être en partenariat avec les détenteurs de capitaux privés et ils vont partager les bénéfices. Mais voilà qu'un État délibérément décide, sous prétexte qu'il y a des lois qui ont été faites, à mon avis, de manière inacceptable, parce que simplement le pouvoir politique ou colonial, ce n'est même plus colonial, parce que 64, la loi 64, c'est après la colonisation. Quelque part à Dakar, des gens, une élite politique a décidé que voilà comment le pays va continuer. Et ce sont ces problèmes-là qui nous ont amené les problèmes de la Casamance, tout le monde le sait. Donc aujourd'hui, on nous dira qu'il n'y a pas de retour en arrière. D'ailleurs, j'ai travaillé beaucoup dans le département de Matam, j'étais à Ndioum et à Goléré. Et qu'est-ce que nous ont dit les Poulards? De toute façon, la loi sur le domaine national est là, et c'est très bien. Chacun, on lui remet les terres de ses ancêtres et on délibère. Et on retourne à la case départ. Donc, c'est plus un autre type de travail, de négociation, de discussion pour arriver à un nouveau remembrement des terres. C'est possible, mais on ne peut pas le faire sur le dos des populations. Et aujourd'hui, moi, je ne fais pas le plaidoyer, je dois faire le plaidoyer de ma région. Je dis, nous avions des terres de l'autre côté de la berge du fleuve, ce qu'on appelle la Mauritanie. C'était les terres de nos ancêtres. Mais avec le problème colonial et le découpage, et surtout le problème de 1989, le Sénégal a renoncé à toutes ces terres qui de droit étaient cultivées par des Sénégalais de l'autre côté de la rive gauche. Mais alors, il ne nous reste plus que cette petite marge de terre. Et voilà que des politiques se lèvent et distribuent à qui le veut, à volonté, des terres qui dépassent même le territoire dans sa réalité. C'est le problème de Mbane. Et en le faisant, qu'est-ce qui va rester à ces jeunes coincés entre le fleuve, en tout cas dans ce petit espace